On va voir maintenant la physiologie de la cortico-surrénale. La cortico-surrénale est une glande endocrine, c'est-à-dire elle est responsable de la sécrétion de molécules très gras éliminées dans le sang, elle va envoyer vers le sang. C'est une glande endocrine qui est située dans le pôle supérieur du rein. Elle est située dans le pôle supérieur du rein, elle est située au-dessus du rein. Elle est située au-dessus du rein, elle possède une fonction endocrine, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones. La sécrétion d'hormones qui vont être envoyé vers la circulation sanguine. Cette fameuse glande surrénale est constituée de deux parties, une partie centrale appelée médulo-surrénale, une partie centrale appelée médulo-surrénale qui est responsable de la synthèse de catécholamine. Elle est responsable de la synthèse de catécholamine. Les principaux catécholamines fonctionnels de mon organisme, ce sont la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. 90% des hormones synthétisées par la médulo-surrénale sont de l'adrénaline. L'adrénaline est plus spécialisée dans la synthèse de l'adrénaline. La surrénale est impliquée dans la synthèse de l'adrénaline, contrairement aux autres effecteurs du système nerveux sympathique, qui met le ganglion sympathique qui est responsable plutôt de la synthèse de noradrénaline. Le ganglion sympathique synthétise plus de noradrénaline, alors que la surrénale synthétise plus d'adrénaline. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aborder un cours de physiologie endocrine. Je suis en train de parler d'une glande. La glande, c'est la surrénale. Pourquoi elle est appelée surrénale? Parce qu'elle est située au-dessus des reins. Elle est constituée de deux parties, une partie centrale et une partie périphérique. La partie centrale est responsable de la synthèse de catécholamine. La principale catécholamine synthétisée par la surrénale est l'adrénaline. La principale catécholamine synthétisée par la surrénale est la catécholamine. La principale catécholamine synthétisée par la surrénale est l'adrénaline. Cette surrénale, elle possède aussi une partie périphérique qu'on va voir aujourd'hui. C'est la partie périphérique ou la partie corticale sur laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui. Je vais m'intéresser aujourd'hui à la partie corticale qui est la cortico-surrénale. La cortico-surrénale est elle aussi une partie endocrine qui est responsable de la synthèse d'hormones. Elle est elle aussi histologiquement divisée en plusieurs parties. Une couche glomérulée, une couche bien sûr. Vous préparez le test? Oui. J'espère que ce sera intéressant pour vous parce que c'est des cours de physiologie. Oui. Vous attendez à quoi? Immuno, c'était hier. Combien de temps en physio? Je ne comprends pas. Pardon, très rare. Donc, la cortico-surrénale est aussi une partie endocrine qui est responsable de la synthèse d'hormones. Elle est constituée histologiquement de plusieurs couches, une couche glomérulée, une couche fasciculée et une couche réticulée. La couche glomérulée est impliquée dans la synthèse d'hormones que j'appelle minéralo-corticoïdes. La partie la plus est responsable de la sécrétion d'hormones que je vais appeler minéralo-corticoïdes. Pourquoi je les appelle corticoïdes? Toutes les hormones synthétisées par la cortico-surrénale, je les appelle corticoïdes. Attention, vous êtes des médecins. Vous ne devez pas faire l'erreur que font les gens normaux, qui ne sont pas médecins. On appelle, dans notre langage courant, on appelle glucocorticoïdes, on les appelle corticoïdes. Donc si une personne vous dit que j'ai pris des corticoïdes, vous allez comprendre qu'elle a pris des glucocorticoïdes. La nomination la plus commune des corticoïdes désigne les glucocorticoïdes. Il faut faire la part des choses. Toutes les hormones synthétisées par le cortex sont des corticoïdes. Toutes les hormones synthétisées par le cortex sont des corticoïdes. Toutes les hormones synthétisées par le cortex sont des corticoïdes. Donc je peux avoir des minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et des corticoïdes androgènes. Donc la couche la plus interne, je vais l'appeler couche glomérulaire, elle est responsable de la synthèse de minéralocorticoïdes. Minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone. Cet aldostérone est impliqué dans le métabolisme de minéraux. Il va réguler le métabolisme des minéraux, c'est-à-dire qu'il va contrôler l'absorption, l'élimination, la réabsorption de minéraux, principalement de Na+. J'ai une couche qui est située juste en dessous qui s'appelle la fasciculée qui est responsable de la synthèse de glucocorticoïdes,
principalement le cortisol. Le cortisol qui est une hormone de stress, qui est une hormone impliquée dans l'explosion énergétique, c'est une hormone hyperglycémiante, c'est une aussi hormone de contre-régulation de l'insuline. Donc c'est une hormone qui est responsable de l'utilisation de l'énergie. Elle ressemble un peu à l'hormone thyroïdienne qu'on a vu ce matin. C'est une hormone d'utilisation de l'énergie. En dehors, j'ai une dernière couche, c'est la couche réticulée qui est responsable de la synthèse des androgènes stéroïdiens, des androgènes, et ce sont des hormones sexuelles. Donc nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette glande, quelles sont les caractéristiques de ces couches, comment ces différentes couches peuvent synthétiser ces différentes hormones, et surtout quelle est l'implication de ces hormones dans les différentes voies métaboliques, et quelle est l'implication ou là le résultat d'une atteinte de différentes voies de synthèse et de catabolisme de ces différentes hormones. Nous allons nous intéresser à la couche corticale, à la cortico-surrénale. Très bien, commençons. Donc, voici la glande surrénale, ces différentes couches. Ça, c'est la médulo-surrénale. La partie la plus interne est appelée médulo-surrénale. Là, on va plutôt s'intéresser au cortex. Le cortex est la partie la plus externe. D'accord ? La partie la plus externe. Il faut savoir que la surrénale est recouverte par une capsule. D'accord ? Elle est recouverte par une capsule dans sa couche la plus externe. Ça, c'est la capsule. En dessous de la capsule, je vais avoir et la zone réticulée, et la zone fasciculée, et la zone glomérulée. Attention, ici, ils ont inversé la réticulée et la glomérulée. D'accord ? C'est un peu cocasse. Cela dépend du côté de la coupe. Il faut savoir que la couche interne, c'était la glomérulée. La couche qui est juste au-dessus des minéralocorticoïdes, c'était la couche glomérulée. Et c'est la couche glomérulée qui est responsable de la synthèse des minéralocorticoïdes. D'accord ? Très bien. Donc, elle est constituée de différentes couches et chaque couche, elle est responsable de la synthèse d'un type hormonal. Voici ma cortico-surrénale. Tout ça, c'est la surrénale. Elle est située au-dessous du rein. Tout ça, c'est le rein. Donc, la surrénale, elle est constituée d'une médulo-surrénale et d'une cortico-surrénale. Très bien. Les surrénales sont deux glandes situées au-dessus des deux reins, on l'a bien dit. Chaque glande est constituée de deux régions distinctes, une cortico-surrénale qui est responsable de la synthèse des hormones stéroïdiennes et une partie interne ou médulo-surrénale qui est impliquée dans la synthèse de catécholamines. On a dit tout ça. La cortico-surrénale est formée de trois zones. La zone glomérulée externe, je ne suis pas très d'accord. On va suivre ce schéma, on va suivre le schéma de votre cours et on va considérer la couche glomérulée comme la plus externe. Donc, nous avons une couche externe qui est la couche glomérulée qui est responsable de la sécrétion des minéralocorticoïdes, puis une couche fasciculée qui est responsable de la synthèse des glucocorticoïdes et une couche plus interne, c'est la couche réticulée qui sera responsable de la synthèse des hormones sexuelles, principalement le dihydroépiandrostérone et le DHEA, dihydroépiandrostérone. Très bien. Les hormones de la cortico-surrénale sont des stéroïdes, c'est-à-dire qu'elles ont bien sûr ce point commun, ce noyau stéral qui a été synthétisé à partir du cholestérol. Le noyau stéral est appelé cyclopentanopéridrophénotrène, et à partir de ce cyclopentanopéridrophénotrène, je vais synthétiser toutes les hormones stéroïdiennes. La glande cortico-surrénale est indispensable à la vie. Une surrénalectomie, c'est le fait de réaliser une ablation de la cortico-surrénale. Très bien. Entraîne des troubles métaboliques importants qui peuvent mettre le pronostic vital en danger. Donc, le fait d'enlever la cortico-surrénale peut mettre la vie du patient en danger. Si le fait d'enlever la cortico-surrénale peut mettre le patient en danger, pourquoi le lui enlever? Pourquoi? Je vais enlever la cortico-surrénale. Excellent, parce qu'il peut y avoir des pathologies où il y a une indication d'enlever cette cortico-surrénale, surtout les pathologies tumorales, surtout les cancers. Je peux avoir une néoplasie qui se développe au niveau de la cortico-surrénale et où il faudra enlever la cortico-surrénale. Très bien, continuons. Allez, on avance rapidement pour faire plusieurs cours. Ça, c'est les fameuses voies
communes à la synthèse des hormones stéroïdiennes. On les a abordées dans notre cours de biochimie. Ceux qui avaient assisté biochimie 3e trimestre, je vous avais même donné une technique pour l'histoire pour l'apprendre. Vous les réapprenez. Donc, vous revoyez la vidéo. Je vous avais dit que cholestérol est une fille, elle est enceinte, she is pregnant. Sa grossesse est progressive, progestérone. Elle est allée voir un docteur, c'est le docteur stérone, donc désoxycorticostérone, docstérone, mais ce docteur n'était pas vraiment un docteur, c'était un old man, c'était un vieillard, talib, d'accord. Donc, c'était pour vous souvenir de différentes voies. Allez voir la vidéo sur les hormones stéroïdiennes. D'accord? Pour connaître les voies, vous n'êtes pas censé les connaître pour la physiologie. Vous n'êtes pas censé retenir les voies pour la physiologie. On vous en a posé des questions sur les voies, le test, le 3e AMD, les examens. Ah bon? Voilà, il fallait les apprendre. Biochimie, il est trop. Donc, vos physio, vous n'êtes pas censé les connaître. D'accord, on va s'intéresser à la physiologie. Si vous voulez apprendre les différentes étapes, vous allez voir la vidéo en biochimie. Très bien. On va commencer par les minéralocorticoïdes. On ne se perd pas, on reste concentré. On a été un peu perturbé. On reste concentré. On est en train de voir les corticosurrénales. Les corticosurrénales sont des glandes endocrines. Elles sont situées au-dessus du rein. Elles sont constituées de 3 parties. Une partie interne, c'est la partie réticulée. Elle est responsable de la synthèse des androgènes stéroïdiens. Une partie qui est située juste au-dessus d'elle, c'est la partie fasciculée. Elle est responsable de la synthèse des glucocorticoïdes. Une partie plus externe, c'est la couche glomérulée. Elle est responsable de la synthèse des minéralocorticoïdes, principalement représentée par l'aldostérone. C'est une glande endocrine qui est impliquée dans la synthèse de plusieurs hormones. Nous allons les aborder une à une, toutes ces hormones. Les minéralocorticoïdes sont représentés principalement par l'aldostérone, L'aldostérone, d'accord. L'aldostérone n'est que faiblement lié à des protéines. Il est plutôt libre, il circule plus à l'état libre. Il est lié en partie à l'albumine et à la CBG. C'est quoi la CBG? La CBG, c'est une protéine de transport. C'est une protéine de transport qui a une grande affinité au cortisol. C'est la cortisol binding globulin. C'est une protéine qui va prendre le cortisol et le transporter. Elle a une grande affinité au cortisol, mais elle n'est pas spécifique au cortisol. Elle peut transporter aussi l'aldostérone. Donc, je suis en train de parler de l'aldostérone. L'aldostérone est une hormone. Dans le sang, je la retrouve plus à l'état libre. Mais je peux aussi la retrouver sous forme liée. Soit elle est liée à l'albumine, soit elle est liée à la CBG. Oui, bien sûr. Je suis en train de parler de l'aldostérone. L'aldostérone, je peux le retrouver sous forme libre dans le sang, comme je peux le retrouver sous forme liée. La forme liée, elle peut être liée soit à l'albumine, soit à la CBG. C'est quoi la CBG? La CBG est une protéine de transport du cortisol. C'est une protéine de transport du cortisol qui n'est pas spécifique au cortisol, qui peut transporter donc d'autres molécules comme l'aldostérone. Très bien. Action de l'aldostérone, elle agit essentiellement sur. Je l'appelle elle. L'aldostérone, c'est une hormone. D'accord. La femme est un être humain. Elle agit essentiellement sur le métabolisme. Hydrominéral au niveau rénal. C'est l'hormone de rétention du Na+. C'est l'hormone de rétention du Na+, action sur la réabsorption du sodium par le tube contourné distal et le tube collecteur, ou le canal collecteur, c'est mieux, avec échange avec le potassium et les ions H+. Allez, on va voir l'action de l'aldostérone. Il n'est pas parti très loin et directement allé au but. L'aldostérone est une hormone hydrominérale. Elle va contrôler, elle va jouer un rôle dans le métabolisme hydrominéral. L'action de l'aldostérone, il va vers la rétention du sodium. L'action de l'aldostérone, elle va vers la rétention du sodium. Maintenant, je suis un individu qui est passé en hypotension,
qui est passé en hypovolémie, qui n'a pas assez de sodium dans son organisme, qui n'a pas assez d'eau dans son organisme, il va activer un système. Il va activer un système qui s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Qui s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un système qui s'appelle rénine-angiotensine-aldostérone. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est un système qui commence au niveau de la rénine et qui se termine au niveau de l'aldostérone. J'ai plusieurs stimulants de ce système. Nous allons commencer par l'hypercalémie. Je vais juste suivre votre cours. L'hypercalémie. Quand il y a une augmentation du potassium au niveau de mon organisme, l'hypercalémie va stimuler directement. L'hypercalémie peut stimuler directement la synthèse de l'aldostérone. Elle peut stimuler directement la synthèse de l'aldostérone. On est en train de voir les différents facteurs ou les différentes conditions. Attention, c'est une question d'examen. L'hypercalémie stimule directement la synthèse de l'aldostérone, c'est juste. Elle peut aller sans passer par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Elle peut activer directement l'aldostérone. Deuxième information, mais elle les actions de l'aldostérone. Deuxième action, si j'ai une hyponatrémie qui va être détectée par les osmorécepteurs. C'est quoi un osmorécepteur? Un osmorécepteur est un récepteur chimique. C'est un récepteur capable de détecter les variations des quantités d'ions dans le sang. Il faut savoir que dans mon organisme, dans les différents vaisseaux, j'ai des osmorécepteurs, j'ai des barorécepteurs, j'ai des chémorécepteurs, j'ai des volorécepteurs, j'ai des récepteurs des différents constituants, j'ai des thermorécepteurs, j'ai des récepteurs des différents facteurs qui peuvent changer dans mon organisme. Pourquoi j'ai des récepteurs? Parce que ces récepteurs, ce sont en fait des surveillants. Ils surveillent les variations des différents facteurs de mon organisme pour que je puisse justement les réguler et les contrôler. Quand la température baisse, je dois le savoir pour réaliser les différents phénomènes qui permettent de la réaugmenter. Quand la température augmente, je dois pouvoir la détecter pour réaliser les différents phénomènes qui permettent de la réabaisser. Quand la quantité de sodium baisse, je dois pouvoir la détecter pour justement réaliser les différents phénomènes qui me permettent de la réaugmenter. Quand la quantité de potassium augmente, je dois pouvoir la détecter pour justement stimuler les différents phénomènes qui me permettent de la rediminuer. Je dois équilibrer les quantités de tous les composants de mon organisme et cet équilibre endocrinien, on l'appelle l'homéostasie. Mon organisme a besoin de rester en homéostasie. En homéostasie. Comment il peut rester en homéostasie dans l'organisme vivant? Il peut rester en homéostasie en détectant les différents constituants présents dans ses cellules, présents dans ses fluides, présents dans son milieu intérieur, et il peut les changer. Comment il peut les changer? Il peut les changer en changeant le fonctionnement des organes qui peuvent les contrôler. J'ai une augmentation de sodium, je vais éliminer le sodium pour rétablir une quantité normale. Pourquoi j'ai besoin de laisser les différents constituants de mon organisme en équilibre? J'ai besoin de laisser les différents constituants de mon organisme en équilibre parce que toute modification, tout déséquilibre va changer le fonctionnement cellulaire. Je sais très bien que le Na+, il a plusieurs fonctions dans mon organisme. Il intervient dans le maintien de la charge positive extracellulaire. Il intervient dans la rétention d'eau, puisque chaque molécule, chaque ion de Na+, relie avec une molécule d'eau. Donc le transport de Na+, il implique le transport d'eau. Le transport de Na+, il implique le transport du glucose au niveau des S-mut. Il implique le transport du galactose au niveau du S-mut. Le transport du glucose et du galactose doit se faire via un gradient de concentration de Na+. Donc je dois pouvoir faire passer du Na+, de la lumière intestinale vers la cellule intestinale. Donc il doit y avoir une différence de concentration. Donc il doit y avoir une concentration contrôlée de Na+, à l'intérieur de la cellule intestinale. Je dois être au courant de tout. Je dois tout pouvoir réguler au niveau de mon organisme pour pouvoir réaliser les différentes fonctions. Je dois absorber la bonne quantité de glucose pour pouvoir quantité la bonne
pour pouvoir absorber la bonne quantité de glucose, je dois avoir la bonne quantité de sodium à l'intérieur de la cellule. C'est pour cela que j'ai différents phénomènes qui me permettent de contrôler la quantité des différentes parties de mon organisme. D'ailleurs, on a pris une toute petite partie de ces différents phénomènes et on est en train de l'étudier. Donc j'ai des osmorécepteurs qui détectent quoi? Qui détectent la quantité de Na+, pas la quantité, plutôt la concentration de Na+, dans le sang. Lorsqu'il y a hyponatrémie, ces osmorécepteurs vont la détecter et ils vont stimuler l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire que vous avez vu dans le cours de physiologie rénale. Il est situé un peu entre l'artériole afférente, l'artériole efférente et la macula dorsale. D'accord, vous vous en souvenez? Très bien, c'est un triangle d'ailleurs. Cet appareil juxtaglomérulaire, il est responsable de la synthèse d'une hormone qui s'appelle rénine. L'appareil juxtaglomérulaire, il est situé où? Il est situé au niveau du rein. Donc l'hormone qui va synthétiser, je rappelle, rein, donc c'est la rénine. D'accord? On parle de sexisme. Toutes les hormones ont des noms féminins. Donc la rénine. On a le cerveau. C'est masculin. D'accord? Le cœur, c'est masculin. Le poumon, c'est masculin. Hein? Non, mais allez, quelle est la rénine? D'accord? Alors, la rénine, c'est féminin. Très bien. La rénine. Ou bien sûr, la rénine, c'est féminin, mais c'est l'appareil juxtaglomérulaire qui est responsable de sa synthèse. Allez, je rigole, là. On oublie ce sujet. Mais trop, je t'assure quand même le mot de quoi que je vais dire pour savoir si c'est masculin ou si c'est féminin. Très bien. Et vous allez faire, comme je dirais, vous allez faire. Donc, l'appareil juxtaglomérulaire va nous synthétiser de la rénine, et cette rénine va être responsable d'une petite transformation. Regardez, j'ai le foie va me synthétiser un précurseur qui s'appelle angiotensinogène. L'angiotensinogène est une protéine synthétisée par le foie. Cette protéine synthétisée par le foie va être transformée par la rénine en angiotensine 1. Elle va être transformée par la rénine en angiotensine 1. Elle va être transformée par la rénine en angiotensine 1. Cette angiotensine 1, elle va subir l'action d'une enzyme de conversion. Située au niveau des poumons, par exemple. Les poumons peuvent sécréter cette enzyme de conversion. Cette enzyme de conversion, elle va me transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Nous avons une enzyme de conversion. Cette enzyme de conversion, elle est située dans plusieurs tissus dans le poumon. Elle est responsable de la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Elle est responsable de la synthèse de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Écoutez-moi, angiotensine 2. Regardez son nom, angiotensine. C'est-à-dire qu'elle est responsable de l'augmentation de la tension. Musculaire. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. C'est quoi la vasoconstriction? La vasoconstriction est le fait de réaliser des contractions musculaires de la musculeuse du vaisseau pour le contracter. Cette contraction va augmenter la pression à l'intérieur du vaisseau. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord? L'angiotensine 2, il a plusieurs actions. Parmi les actions de l'angiotensine 2, je peux avoir une action vasculaire directe qui est la vasoconstriction, et je peux avoir d'autres actions comme la stimulation de la synthèse de l'aldostérone. L'angiotensine 2 est aussi un stimulant de la synthèse de l'aldostérone. L'angiotensine 2 stimule la synthèse de l'aldostérone. L'angiotensine 2 stimule la synthèse de l'aldostérone. L'angiotensine 2 stimule la synthèse de l'aldostérone. Allez, on va voir un autre stimulant. Continuons notre chemin.
L'hypovolémie, c'est quoi l'hypovolémie? L'hypovolémie est la diminution du volume dans les vaisseaux. Cette hypovolémie va être détectée par des volorécepteurs. C'est quoi un volorécepteur? C'est un récepteur qui détecte les variations du volume. Ces volorécepteurs, ces récepteurs qui détectent les variations du volume, je les retrouve où? Au niveau de l'oreillette, au niveau de l'atrium, au niveau de l'atrium, au niveau de l'atrium. Donc, l'atrium va détecter la baisse du volume en détectant la baisse du débit cardiaque. La baisse du débit cardiaque, et la baisse du débit cardiaque est responsable de l'abaissement de la pression artérielle. La baisse de la pression artérielle va être détectée par des centres vasomoteurs bulbaires situés au niveau du bulbe, au niveau de la partie la plus inférieure du tronc cérébral, et ces centres vasomoteurs vont réaliser une vasoconstriction de l'artère rénale, pour justement abaisser la pression, la pression de la perfusion rénale, abaisser la pression de perfusion rénale. Donc il y aura une diminution de la perfusion, de la pression de perfusion rénale, puisque j'ai réalisé une vasoconstriction de l'artère rénale. C'est surtout la vasoconstriction. De l'artériole afférente qui entre dans le rein, qui va me diminuer la pression de perfusion rénale. L'essentiel. La baisse de la perfusion rénale, elle va être détectée par l'appareil juxtaglomérulaire, qui va me stimuler la synthèse de rénine. S'il vous plaît, la dernière partie, elle est un peu complexe, je la reprends. J'ai une hypovolémie, j'ai une diminution du volume dans mes vaisseaux. Cette diminution du volume, ce volume va passer par l'oreillette gauche, où il y a des volorécepteurs. L'oreillette gauche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, le volume dans mon organisme a diminué. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le débit cardiaque. Il va diminuer la contraction cardiaque et il va diminuer la quantité de volume qu'il éjecte. Le ventricule gauche va diminuer, puisqu'il l'oreillette gauche, il va être éjecté. Le ventricule gauche diminue la quantité de sang éjecté. Pourquoi le ventricule gauche diminue la quantité de sang? Il diminue la quantité de sang éjecté parce que le volume de sang présent dans l'organisme a diminué. Il y a eu une diminution de la quantité de sang disponible. La diminution de cette quantité de sang disponible a fait en sorte que le cœur s'adapte. Le cœur s'est adapté en diminuant la quantité de sang éjecté. La diminution du débit cardiaque, elle va causer une diminution de la pression artérielle. En fait, c'est clair. La diminution du volume va diminuer la pression. La diminution du volume vasculaire va diminuer la pression vasculaire. Très bien. Cette baisse de pression va être détectée par les centres vasomoteurs, et ces centres vasomoteurs vont répondre, ils vont dire à l'artère rénale, on n'a plus de volume dans les tissus, toi aussi tu vas subir avec nous. Puisque je n'ai pas de volume dans les vaisseaux, je vais diminuer la perfusion rénale. On peut les reins. Vous êtes responsable de la filtration glomérulaire. Puisque les reins sont responsables de la filtration glomérulaire, ce sont les reins qui sont responsables de la synthèse des urines. Donc ce sont les reins qui sont responsables de l'élimination d'eau. Donc la filtration glomérulaire, quand elle augmente, elle va augmenter l'élimination des urines. Donc elle favorise la perte d'eau. Voilà, je suis en hypovolémie. Quand je suis en hypovolémie, je dois me protéger de cette hypovolémie. Je dois diminuer la quantité d'urine émise. Je suis en hypovolémie. Ça, c'est une hypovolémie vraie et une hypovolémie relative. Le plus important, c'est que mes vaisseaux sanguins ne contiennent pas la bonne quantité d'eau. La quantité d'eau dans mes vaisseaux sanguins a diminué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de garder le maximum d'eau. Je vais essayer de garder le maximum d'eau dans mon organisme.
Parmi les différents phénomènes que je peux réaliser, je vais réaliser une vasoconstriction de l'artériole rénale afférente. Je diminue la quantité d'eau qui peut aller au rein. Quand je diminue la quantité d'eau qui peut aller au rein, le rein diminuera sa quantité de filtration. Et donc, il diminuera la quantité des urines formées. Et donc, je vais avoir plus d'eau en réserve. Je vais essayer de sauvegarder l'eau en créant des vasoconstrictions rénales. Est-ce que c'est clair? Le problème, c'est que cette vasoconstriction de l'artère rénale, elle va diminuer la pression de perfusion rénale. La pression au niveau des capillaires rénaux, elle va diminuer parce qu'il n'y arrive plus d'eau. Il ne lui arrive plus d'eau. Il ne lui arrive plus d'eau. Donc, il y aura une baisse de pression de perfusion rénale. Le rein détecte cette baisse de perfusion et il va stimuler la rénine. Il va stimuler la rénine. Il va stimuler la rénine et il lui dit ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. La pression de perfusion, ma pression de perfusion est basse. Si ma pression de perfusion est basse, ça veut dire que la pression au niveau de l'organisme est basse. Parce que la pression de perfusion rénale reflète la pression de perfusion au niveau des autres tissus de l'organisme. Donc nous avons besoin d'augmenter la pression artérielle. Nous avons besoin d'augmenter la pression artérielle. Nous devons stimuler l'augmentation de la pression artérielle. Et donc je vais activer la rénine. La rénine, elle va non seulement activer l'angiotensine 2, et l'angiotensine 2 va réaliser des vasoconstrictions, mais aussi l'angiotensine 2 va aussi stimuler l'aldostérone et on va voir qu'est-ce qu'il va faire l'aldostérone. L'essentiel, c'est que tous ces phénomènes, que ce soit l'hyponatrémie, que ce soit l'hypovolémie, que ce soit l'hypercalémie, tous, ils vont arriver à l'augmentation de la synthèse d'aldostérone. Ils vont arriver à l'augmentation de la synthèse d'aldostérone. Ils vont arriver à l'augmentation de la synthèse d'aldostérone et l'aldostérone va réaliser sa fonction. C'est quoi la fonction de l'aldostérone maintenant? L'aldostérone va aller au niveau de ses récepteurs. Au niveau de ces récepteurs qui sont situés au niveau du tube contourné distal. Vous vous souvenez de la structure du néphron? Le néphron est une unité structurelle et fonctionnelle au niveau du rein. Chaque rein contient à peu près 1 à 2 millions de néphrons. Le néphron est constitué de deux parties, une partie vasculaire et une partie tubulaire. La partie vasculaire est représentée par le glomérule rénal et les vaisseaux vasorecta. La partie tubulaire est représentée par les différents tubules. Les tubules commencent par la capsule de Bowman. La capsule de Bowman va donner le tube contourné proximal. Le tube contourné proximal va donner l'anse de Rayleigh. L'anse de Rayleigh va donner le tube contourné distal. Le tube contourné distal va aller dans le canal collecteur. Un canal collecteur est responsable de l'afflux de plusieurs néphrons. Et puis ce canal collecteur va se diriger vers la papille rénale. C'est-à-dire vers la partie la plus centrale. Et les reins sont organisés de la périphérie vers le centre. Et c'est pour cela que l'histologie du rein nous montre une pyramide. Une pyramide qui s'appelle la pyramide de Malpighi. La pyramide de Malpighi que vous avez vue en histologie optométrique. Très bien, la pyramide de Malpighi. Très bien, le plus important maintenant, c'est que j'ai des récepteurs à l'aldostérone au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Ces récepteurs, une fois l'aldostérone fixé, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réaliser un transport tubulaire. Un transport tubulaire où je prends les urines, je leur enlève du sodium et je leur donne du potassium ou du H+. Et je leur donne du potassium et du H+. Voici le tube contourné distal. Ça, c'est un tube contourné distal. D'accord? Ça, c'est une cellule tubulaire. D'accord? Ça, c'est la lumière tubulaire. Et ça, c'est la cellule tubulaire. Et ça, c'est un vaisseau sanguin. Je vais avoir des récepteurs. Regardez ce qu'ils vont faire, mes récepteurs. C'est un récepteur qui est responsable. Ça, c'est les urines. Hein? D'accord? Ici, j'ai du Na+. Je veux récupérer du Na+ de mes urines. Je vais réaliser, l'aldostérone va se fixer sur son récepteur. Une fois fixé sur son récepteur, il va activer l'expression. Il va activer la synthèse, puis l'exocytose de transporteurs. Les transporteurs, ils vont être responsables d'un transport qui est responsable de la réabsorption de Na+. Mais la réabsorption de Na+, elle se fait contre une élimination du K+.
une élimination du K+. Soit c'est un transporteur de Na plus contre K+, soit c'est un transporteur de Na plus toujours contre H+, contre H+. Donc dans les deux situations, je vais récupérer du Na plus de mes urines et je vais éliminer une autre molécule. Donc comment j'appelle ce transport? C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Parce que le Na plus et le K+, le Na plus et le H+ vont dans des sens contraires. Je récupère le Na plus. On a le Na+, chaque molécule de Na+, est dissoute dans 8 molécules d'eau. La réabsorption de Na+, est accompagnée de réabsorption d'eau. Le Na+, va exercer sa force de son rôle osmotique. Le Na+ est une molécule osmotiquement active. Il faut réabsorber. Elle va réabsorber avec elle l'eau et je vais récupérer l'eau à l'intérieur de mon organisme. Est-ce que c'est clair? Très bien. L'hypercalémie aussi stimule l'aldostérone. Pourquoi? Parce que je sais que l'activation de l'aldostérone va m'éliminer le K+, puisque j'ai dit que la réabsorption du Na+, elle se fait contre élimination du K+. Est-ce que vous avez compris? J'ai plusieurs stimulants, l'hypercalémie, j'ai compris pourquoi, l'hypovolémie, j'ai compris pourquoi, et surtout l'hyponatrémie, et j'ai compris pourquoi. L'activation de l'aldostérone va me récupérer le Na+, et le Na+, va me récupérer avec lui l'eau nécessaire. Très bien. Action de l'aldostérone, on en a parlé. La régulation de mon aldostérone maintenant, la kaliémie joue un rôle direct sur la sécrétion de l'aldostérone. Voilà, هذا شيء مشهور منذ القدم. نبدأ la physiopathe. D'accord, ou la physio. La kaliémie joue un rôle direct sur la sécrétion de l'aldostérone. Elle n'a pas besoin de passer par le système rénino-angiotensine. D'accord? Très bien. L'hypercalémie stimule sa sécrétion qui agira au niveau du tubule rénal en provoquant la réabsorption de Na+, contre la fuite de K+. C'est la correction de l'hypercalémie. L'hypocalémie inhibe l'aldostérone. C'est la régulation. Son rôle, c'est d'éliminer le potassium. L'hypocalémie, la baisse du potassium, va inhiber l'aldostérone. Très bien. L'hyponatrémie va agir indirectement, contrairement à l'hypocalémie, elle va agir indirectement en stimulant les osmorécepteurs. Les osmorécepteurs vont activer la rénine. La rénine juste à activer le système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc la natrémie passe par le système rénine, angiotensine, aldostérone. Alors que la kaliémie n'a pas besoin de passer par le système rénine, angiotensine, aldostérone. Très bien. L'hypovolémie agit sur les volorécepteurs de l'oreillette gauche sensibles au volume de remplissage. Il y aura une diminution du débit cardiaque. Et la diminution du débit cardiaque va diminuer la pression artérielle. La diminution de la pression artérielle va être détectée par des récepteurs de pression. Ces récepteurs de pression vont être responsables de la vasoconstriction de l'artériole afférente. La vasoconstriction de l'artériole afférente va être responsable de la diminution du débit sanguin rénal. La diminution du débit sanguin rénal est responsable de l'activation du système de l'appareil juxtaglomérulaire, synthèse de la rénine et stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc celle-là aussi, l'hypovolémie passe aussi par le système rénine-angiotensine-aldostérone. L'hypovolémie, on peut avoir une hypovolémie. Puisque je vais juste vous parler de la différence entre l'hypovolémie vraie et l'hypovolémie relative. On va lire de la diapositive. Je ne vous cache pas, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans vos diapos. Bon, je les ai lus rapidement. Mais ça va, vous arrivez à suivre. Très bien, c'est le plus important. La partie il faut la couper. Hypovolémie. Quand est-ce qu'on peut avoir une hypovolémie? On peut avoir une hypovolémie lors des hémorragies, des déshydratations, des pertes digestives.
les pertes rénales, les pertes sudorales. Les cellules cibles de l'aldostérone sont aussi la muqueuse intestinale, les glandes salivaires et sudorales. S'il vous plaît, on va parler rapidement de l'hypovolumie et l'hypovolumie relative. L'hypovolumie, c'est quoi? C'est la diminution de la quantité de gaz. Une personne a une diarrhée, elle a une diarrhée. La diarrhée, ça diminue de l'eau, la quantité d'eau diminue. Elle s'est blessée, elle a perdu beaucoup de sang. Donc elle a perdu de l'eau. C'est une hypovolémie vraie. Elle a perdu de l'eau. C'est une hypovolémie vraie. Qu'est-ce qu'on appelle une hypovolémie relative? C'est quoi l'hypovolémie relative? C'est on pense que le volume diminue, mais en fait c'est par rapport au moyen plus. Non. Non. L'hypovolémie relative, c'est un maintien du volume. C'est un volume de sang normal, c'est un volume des liquides normal, mais une incapacité de mobiliser ce volume dans les vaisseaux et une incapacité d'utiliser le sang par les cellules. La principale cause de l'hypovolémie relative, c'est la vasoplégie. C'est la vasoplégie, une paralysie des vaisseaux. La vasoconstriction dont je vous avais parlé tout à l'heure, elle est perdue. Donc les vaisseaux, au lieu d'être contractés comme ça, ils deviennent dilatés. Et puisqu'ils deviennent dilatés, l'eau ne peut pas migrer dans les vaisseaux. Elle reste sur place. Elle reste sur place. Et puisque l'eau reste sur place, le sang ne va plus bouger. Vous avez vu en physiologie cardiaque, dans le cours, système à haute pression, que les battements cardiaques sont aidés par les contractions des artères, les contractions de la musculeuse artérielle. Supposons que j'ai une vasoplégie. Une vasoplégie, ça veut dire une vasodilatation généralisée. Les vaisseaux vont contenir l'eau. L'eau va être emprisonnée, ou le sang va rester emprisonné dans les vaisseaux. Je ne pourrai plus faire bouger l'eau. Et puisque je ne pourrai plus faire bouger le sang n'arrivera plus aux cellules. Et les cellules, en général, cette vasoplégie, elle est accompagnée d'une incapacité des cellules à réaliser les fonctions d'échange. Ce n'est pas suffisant d'avoir du sang qui circule. Je dois avoir une cellule qui réfléchit, qui prend ce sang, récupère du O2, prend les nutriments, puis lui donne du CO2 et des déchets. La cellule devient incapable de réaliser ses fonctions. La vasoplégie, on la remarque lorsque le système sympathique est à bout de force, lorsqu'il y a une intoxication, lorsqu'il y a un effet iatrogène des médicaments, lorsqu'il y a surtout un choc toxique. Dans le syndrome du choc toxique, dans les septicémies, dans les sepsis sévères, on peut avoir une vasoplégie généralisée. Donc dans la vasoplégie, le volume de mon sang, il est normal. J'ai 5 litres d'eau dans mon organisme. J'ai 5 litres de sang. J'ai 5 litres de sang, mais ces 5 litres, ils sont contenus dans de gros tuyaux qui sont des vaisseaux sanguins, et les vaisseaux sanguins n'arrivent pas à faire bouger ce sang. Donc c'est comme le résultat d'une hémorragie. C'est comme si je n'avais pas de volume. Donc ça c'est une hypovolémie, pas vrai. Parce que quand il fait le vaisseau, ici, c'est une hypovolémie relative due à la vasoplégie où le sang il ne peut pas bouger. Très bien. Si vous ouvrez les disques des étages, les bâtiments, d'accord? Donc quand il fait le placard, tellement, le placard à eau, d'accord? Le placard à eau, ça existe non, le placard à eau. C'est qu'il y a un compteur, tellement. D'accord, vous ouvrez, d'accord? Et vous regardez les diamètres. Généralement, les tuyaux, la nouvelle tuyauterie, c'est une tuyauterie en PVC. Et de haut du bout à bout. Maintenant, un tuyau de PVC, un autre tuyau de PVC, ou alors comme un barbare. D'accord? Avec un bout de plastique. Donc, quand tu trouves le deuxième étage, même si tu trouves le cinquième étage, vous allez remarquer que le diamètre des tuyaux utilisés est réduit. Nous réduisons toujours le diamètre des tuyaux. Pourquoi on réduit le diamètre des tuyaux? Pour augmenter la pression. Qu'est-ce que j'ai dit tuyaux plus abondamment par la chauffe les comptes d'imprimer? Les tuyaux de parachute, l'effet Venturi, vous vous en souvenez? C'est biophysique. Donc, on a besoin de tuyaux, on a besoin de la pression. D'accord? On a besoin de tuyaux derrière. Donc, je peux augmenter la pression. Donc, la vasoconstriction permet d'augmenter la pression et de faire circuler le sang. S'il y a une vasoplégie, le tuyau
liquide, et l'eau va rester dans le tube, elle ne peut plus bouger et le cœur ne pourra plus faire arriver le sang au tissu. C'est ça l'hypovolémie relative. On vous dit que les cellules cibles de l'aldostérone ne sont pas situées exclusivement au niveau du rein. J'ai d'autres récepteurs à l'aldostérone dans les muqueuses intestinales, dans les glandes salivaires et sudorales. C'est des glandes excrétrices qui sont responsables d'élimination d'eau. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler l'élimination de l'eau. Quand nous avons soif, on a une sécheresse buccale. Pourquoi on a une sécheresse buccale? Parce que vous, en tant qu'être humain, vous êtes des êtres humains, et moi aussi, d'accord? On a l'état d'hydratation buccale. Est-ce que vous êtes concentré avec moi? Parce que la soif, nous la sentons ici. Ça, bon, oui, il est relié à cette partie de la gorge, la partie pharyngée supérieure. Or, il faut savoir que la soif, ça se passe ici. Or, une relation à le pharynx. C'est des osmorécepteurs qui ont la concentration en ion, l'attache. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça, ce que c'est que quand nous avons soif, nous avons aussi une sécheresse buccale. Pourquoi nous avons une sécheresse buccale? L'hydratation buccale, elle est réalisée par quoi? Elle est réalisée par les glandes salivaires. Les glandes salivaires, les glandes parotidiennes, les glandes sous-maxillaires, les glandes sublinguales. Ces glandes sont responsables de la sécrétion de la salive. Lorsque je suis déshydraté, je peux diminuer la sécrétion de la salive. Parce que je ne fais pas confiance en ce monsieur qui est moi. La salive, donc il est je lui laisse une chance de perdre de l'eau. Ça, je ne lui laisse pas cette chance. Je diminue la sécrétion de salive, je l'envoie au sang. Donc, il y a beaucoup de glandes qui ont des récepteurs à l'aldostérone, comme les glandes salivaires, les glandes intestinales, là où il y a une sécrétion d'eau. Là où je peux éliminer de l'eau, l'aldostérone. Je peux récupérer le Na+, se récupérer avec lui de l'eau, et récupérer avec lui de l'eau. Qui va d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une inhibition de l'élimination de cette sueur. Très bien. Déficit en aldostérone, on a terminé avec l'aldostérone. Très facile. Récupération du Na+, cette récupération de Na+, elle me permet de soit corriger l'hyponatrémie, soit elle aide à la correction de la volémie. Comment elle peut aider à la correction de la volémie? C'est parce que le Na+, quand il est réabsorbé, il fait venir avec lui de l'eau. Donc il va corriger la volémie. Le sodium n'est pas réabsorbé, il y a augmentation du Na+, dans les urines, donc j'aurai une natriurèse importante, d'accord, avec hypovolémie, hypotension artérielle, diminution dans le K+, du K+ dans les urines, augmentation du K+ dans le sang, acidose par augmentation des ions H+ dans le sang. Donc voici les résultats du déficit en aldostérone. On appelle ça l'hypoaldostéronisme. Tout ce que doit réaliser l'aldostérone n'est plus réalisé. L'aldostérone, il était censé réabsorber le sodium, et il n'est plus réabsorbé. L'aldostérone était responsable de la réabsorption de sodium d'eau des urines vers le sang. Elle n'est plus réalisée, donc la quantité de sodium dans les urines va augmenter. Ça ou là. Diminution du Na+ dans le sang parce qu'il n'est plus réabsorbé. Il y a une hypovolémie parce que le sodium ne fait plus venir avec lui de l'eau. Il y a une diminution du K+ dans les urines parce que je savais que le aldostérone était responsable de la sécrétion de potassium dans les urines. Je n'ai plus d'aldostérone, je ne vais plus éliminer le K+ dans les urines. Le K+ va augmenter dans le sang et être diminué dans les urines. Et je peux aussi avoir une acidose. Métabolique. Pourquoi? Parce que l'aldostérone est aussi impliqué dans la sécrétion de H+. Il est aussi impliqué dans l'élimination de H+. Pas d'aldostérone, pas d'élimination de H+, pas d'élimination de H+, augmentation de H+ dans le sang, acidose. Donc quels sont les résultats? Hyponatrémie, hypercalémie, acidose, hypovolémie. Hyponatrémie, hypercalémie, hypovolémie, acidose. Hyponatrémie, hypercalémie, hyponatrémie,
acidose, hypovolémie. 4 conséquences principales. Comprenez-les. L'hyponatrémie parce que je ne peux plus réabsorber le sodium. Hypercalémie parce que je ne peux plus éliminer le potassium. Hypovolémie parce que je ne peux plus faire revenir l'eau avec le sodium. Et enfin, acidose parce que je ne peux plus éliminer parce que je ne peux plus éliminer le H+. Reprenez-les. Hyponatrémie. Hypovolémie. Acidose. Reprenez-les encore une fois. Acidose. Augmentation de la substance. Reprenez. Hyponatrémie parce que l'aldostérone n'arrive plus à réabsorber le sodium. Hyponatrémie. Reprenez. Voilà. Un peu de courage. Vous n'avez pas de courage. Ah. Surcharge en aldostérone, c'est le syndrome de Crohn, la maladie de Crohn qui connaît une hypersécrétion. Bon, la maladie de Crohn, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. L'essentiel, il y a une augmentation de l'aldostérone dans mon organisme. Il va augmenter ses fonctions, il va réabsorber plus qu'il ne faut le Na+, et j'aurai des conséquences, surtout l'hypertension artérielle. J'ai une diminution du Na+, dans les urines, et il y a des conséquences, c'est un jeu d'enfant. Augmentation du Na+ dans le sang, hypernatrémie et une hypertension artérielle. Parce que ce Na+, il n'est pas réabsorbé seul. Il est réabsorbé avec de l'eau, donc ça va augmenter la pression artérielle. Augmentation du K+ dans les urines, diminution dans le sang du K+, alcalose parce qu'il y a une augmentation de l'élimination du H+. C'est clair, les c'est clair? Très bien. J'espère qu'on va terminer avec l'aldostérone. Les minéralocorticoïdes toujours, l'aldostérone est l'hormone de la régulation de la natrémie et de la kaliémie, on le sait très bien, on en a tellement parlé. Tout gain ou perte nette de sodium a des répercussions sur l'osmolarité, la volémie et la pression artérielle. On a pu relier entre les différentes parties. On a terminé avec les minéralocorticoïdes.